Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur. On va parler de l'UFC Noche. C'était la soirée UFC dédiée au Mexique qui vient de se terminer avec Valentina Shevchenko contre Alexa Grasso en main event, combat flyweight, revanche d'un des plus gros upsets de l'année passée. Et finalement, and still, Alexa Grasso qui conserve sa ceinture, mais après un résultat match nul, décision, donc un juge voyait Valentina Shevchenko, l'autre juge voyait Alexa Grasso, et le troisième juge a vu un égalité, donc finalement c'est un match nul entre les deux, et donc la championne reste la championne. On a eu aussi un très divertissant Jack Della Maddalena contre Kevin Holland, et puis Raul Rosas Jr., le plus jeune combattant de l'histoire de l'UFC, qui est revenu à la victoire. Donc une soirée qui a été extrêmement plaisante au global, dans la T-Mobile Arena de Las Vegas, grosse arène de l'UFC, qui historiquement est quand même prévue pour les pay-per-view. Il y avait même ce sentiment de pay-per-view, je pense que vous l'avez ressenti si vous avez regardé en direct, en termes d'ambiance, en termes de production, en termes d'enjeu aussi, puisqu'il y avait un combat pour le titre. Et donc finalement la championne reste la championne. On va voir tout ça maintenant. Dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 100 € de bonus sur ton premier pari. Je vais commencer assez rapidement quand même par parler de Raul Rosas Jr. qui avait connu un brutal retour à la réalité. On parle de quelqu'un, Raul Rosas Jr., plus jeune combattant signé à l'UFC, arrivé par les Dana White Contender Series, qui est vraiment aujourd'hui l'antichambre de l'UFC, qui est en train de se développer un petit peu comme espèce de sous-cage warrior de l'organisation. Donc en gros les Contender Series de Dana White, c'est donc Dana White, le président de l'UFC, vous performez bien lors d'un combat dans cette organisation-là, succursale de l'UFC, propriété de l'UFC, et ensuite vous avez votre contrat. Et aujourd'hui, on a un petit peu ce sentiment que l'UFC est en train de remplacer l'émission historique de télé-réalité de l'UFC, The Ultimate Fighter. Donc, il était arrivé par ce biais, Raul Rosas Jr., et c'est vrai qu'il y avait eu des débuts intéressants à l'UFC, extrêmement jeune, je le rappelle, puisqu'il est arrivé à 17 ou 18 ans dans l'organisation, et il s'était pris un gros stop lors de son dernier combat, et on parle de quelqu'un qui avait des grosses ambitions aussi, qui, certes, qui évolue dans cette catégorie bantamweight, mais qui avait annoncé la couleur en disant « j'ai envie de devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC », donc champion bantamweight, featherweight et lightweight. Et puis quand on regarde son âge, son physique, sa taille, ça avait effectivement du sens, mais c'est vrai qu'entre-temps, il a été rattrapé par la réalité. Donc il s'était incliné contre Monsieur Rodriguez il y a quelques mois de ça, contre Christian Rodriguez, et clairement c'était un combat où il s'était véritablement incliné et on avait vu les limites de Raul Rosas Jr. Depuis l'UFC, donc ils l'ont laissé récupérer puisque c'était en avril dernier, et là il est revenu contre Monsieur Terence Mitchell qui, je crois, j'ai peur de dire des bêtises, je crois faisait ses débuts peut-être à l'UFC, en tout cas je n'avais pas vu d'autres combats de sa part. Non, ça c'était son deuxième combat à l'UFC. Il avait perdu son premier lors de l'UFC 290 par TKO, et là il s'est KO TKO, et là il s'est une nouvelle fois incliné par KO de la part de Raul Rosas Jr., sublime KO de la part de Raul Rosas Jr. Ça permet en 54 secondes, premier round, donc c'est bien pour lui, ça permet de remettre les compteurs à zéro. Une victoire, on va dire honnêtement, super performance qui lui permet un petit peu de reprendre du poil de la bête. On va pas se mentir, on n'a rien appris de ce combat. Quand je dis qu'on n'a rien appris, c'est que c'était un adversaire qui était là pour faire briller Raul Rosas Jr. Au moins, les compteurs sont remis en marche pour lui, et on peut reprendre cette marche en avant, parce que c'est vrai que quand vous êtes aussi jeune, ou vous subissez une défaite comme il a subi, ou vous êtes dominé de A à Z, ça peut être compliqué. Là c'est bien, il y a un highlight, on repart en avant. Faut lui laisser le temps, enfin vraiment, voilà, je veux dire, le gars il est extrêmement jeune. On a vu qu'il était prometteur, mais c'est pas demain qu'il fera un combat pour le titre. Donc voilà, l'essentiel est là. Maintenant, il va falloir qu'il poursuive sa croissance. Il est à 8-1, let's go. Kevin Holland contre Jack Della Maddalena maintenant. C'est vrai que c'était un combat qui était hyper intéressant, d'autant plus que donc score final, donc Jack Della Maddalena qui s'impose par décision partagée 28-29, 29-28, 28-29, pardon, 29-28, 28-29, 29-28, autant pour moi. Donc 2 rounds à 1. Il y a 2 juges qui ont mis 2 rounds à 1 en faveur de Jack Della Maddalena et un juge qui a mis 2 rounds à 1 en faveur de Kevin Holland. Globalement, combat extrêmement serré entre le 13e et 14e de la catégorie welterweight à l'UFC. Est-ce que Jack Della Maddalena a suffisamment... Donc ce qui était impressionnant avec lui, c'est qu'il a eu beaucoup plus de réussite
que Kevin Holland. Kevin Holland, au total, il a tenté 356 coups, il a touché 127 reprises, et du côté de Jack Della Maddalena, il a tenté à 190 coups, il a touché à 105 reprises. Donc Jack Della Maddalena, pour ceux qui ne l'ont jamais vu combattre, c'est une boxe sublime, mais c'est vrai que là, je vais pas dire qu'on a vu les limites un petit peu de son jeu, mais à plusieurs reprises, Kevin Holland a donné son dos sans avoir peur. Pourquoi? Parce que Jack Della Maddalena n'a pas cette double menace, tout simplement. Du côté de Kevin Holland, j'ai un petit peu regretté aussi, il y a eu certes 2 tentatives de takedown, mais qui poursuivent pas un petit peu dans ce domaine-là, parce que quand on voit ce qui s'est passé contre Michael Chiesa, il y avait peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Donc je pense que les deux étaient dans leur zone de confort, peut-être trop, j'ai envie de dire, et donc forcément à la fin ça fait un combat un peu bizarre où on reste sur notre faim. Je sais pas si vous avez eu un petit peu ce ressenti, moi je l'ai eu, où je me disais qu'il y avait clairement mieux à faire des deux côtés. D'un côté, Jack Della Maddalena, quand on voyait qu'il arrivait à travailler un petit peu en enchaînement, ça touchait. Comme j'ai dit tout à l'heure, il n'y avait pas trop de déchets vraiment dans son jeu, donc c'était impressionnant. Plus du succès aussi dans le kicking game, notamment au niveau des leg kicks qui était intéressant. Et du côté de Kevin Holland, je pense qu'il y avait, il fallait aller le chercher ailleurs que dans son domaine de prédilection de Jack Della Maddalena, et au final on voit même Kevin Holland quand il y a l'annonce de la décision des juges, moi qui me surprend pas, hein, parce que c'est vrai que le combat était extrêmement serré, donc pour moi c'était vraiment pile ou face qui allait s'imposer. Il est frustré, mais oui, beaucoup de frustration, parce que je pense qu'il y avait autre chose à faire de son côté. Donc voilà pour le combat, 13 contre 14e. Voilà, il n'y a pas de... Je sais pas s'il y aura à mon avis, il n'y aura pas de bon significatif dans le classement. On se souvient que Jack Della Maddalena voulait à l'origine combattre à l'UFC 293, donc en Australie à Sydney, mais pourquoi il n'a pas combattu? Parce il trouvait pas d'adversaire. Et pourquoi il trouvait pas d'adversaire? C'est parce qu'en gros, il y a des taxes de porc en Australie. Là, c'est John McDessie, je crois, qui a partagé un petit peu son salaire pour l'UFC. Je crois qu'il a touché 54 000, il était payé 54 000 par l'UFC, et il y a une taxe pour les étrangers qui est de 45% de ce qu'il a touché. Et en gros, c'est ce qui s'est passé pour Jack Della Maddalena. Lui voulait combattre chez lui, mais l'UFC voulait pas plus payer les gars, et forcément si vous êtes un combattant et que vous dites attendez, là je vais devoir renoncer à 45% de mon salaire parce que je suis un étranger pour aller en Australie, donc tu tapes le décalage horaire, le billet d'avion que tu as payé en plus parce que l'UFC paye à chaque fois pour un coach, donc tu as tout le reste de ton staff que tu dois payer en plus pour aller en Australie, se taper, enfin bref, pour ensuite gagner 45% de moins que si tu étais dans un autre pays, forcément compliqué. Si en plus l'UFC ne veut pas faire d'efforts financiers, bref, on a eu donc finalement ce combat avec une semaine d'écart, et c'est un peu dommage pour Jack Della Maddalena qui lui-même a complètement assumé lors de la post-fight interview, puisqu'il a été hué par le public, parce que oui, le favori des fans c'était Kevin Holland. On était à Las Vegas, dans le Nevada. J'avance avec le main event. Le main event, les gars, Alexa Grasso, Valentina Shevchenko. Superbe fight. Vraiment super combat. Je voyais Valentina Shevchenko, moi, pour cette revanche. On a été au bout des 5 rounds. Âpre. Vraiment choc hyper âpre, hyper serré. Elles sont rendues coup pour coup. Il y a cette séance, je sais plus quel round c'est, où on a Alexa Grasso qui se retrouve sur le dos et Valentina Shevchenko qui est debout. Et on voit que les deux, mais vraiment, ne laissent rien passer. Tentative de kick de Grasso, axe kick de la part de Shevchenko, est-ce qu'elle enfin, il y avait vraiment ce sentiment que dans chaque phase, il ne fallait rien lâcher de part et d'autre, et vraiment qu'elle savait que c'était un combat où pour Alexa Grasso montrer que c'était pas un accident ce qui s'était passé lors du premier combat, et du côté de Valentina Shevchenko montrer que c'était bien elle la championne. Donc au final extrêmement serré. Un juge qui voit 48-47, donc 3 rounds à 2 pour Shevchenko, un autre juge qui voit 3 rounds à 2 pour Alexa Grasso, et un juge, donc Mike Bell, qui met 47-47, donc égalité, donc finalement ça fait une égalité entre les deux combattantes, c'est pour ça que Grasso conserve sa ceinture. Par contre Mike Bell, là je vais le mettre un petit peu on the spot, c'est dommage ce qui s'est passé, parce qu'il met, pour tout le monde, hein, il n'y a pas de... Comment est-ce que je peux vous dire ça? Il y a pas de polémique en fait pour ce combat-là. Pour moi, la vraie question c'est sur le 4e round, à qui est-ce qu'on le donne? Parce que c'est pour moi le round le plus serré et le round où on ne sait vraiment pas à qui ça va au global. Parce que round 1, il est pour Shevchenko, c'est assez clair. Round 2, c'est là qu'il y a le knockdown, mais c'est un flash knockdown. On voit qu'elle n'est pas vraiment sonnée Shevchenko. Ensuite, elles échangent complètement en clinch contre la cage toutes les deux. 19 pour Grasso. 3e round, je le mets encore pour Shevchenko, 19. 4e round, c'est là où je me pose la question, je ne sais pas à qui le donner. Et 5e round, là aussi c'est clair si vous avez vu le combat, 19
pour Grasso. Et c'est là où moi je ne comprends pas, et personne ne comprend d'ailleurs. McBell a mis 18 pour Alexa Grasso dans ce 5e round. Alors oui, il est en faveur d'Alexa Grasso, mais pas au point de lui donner un 18, parce que 18, si vous suivez un petit peu le MMA, voilà, pour vous dire, c'est un 19 quand elle se prend le flash knockdown de Shevchenko. 18, c'est quand vous explosez votre gaffe, hein, en tout cas votre adversaire. Et c'était pas le cas, parce que ça restait quand même un round disputé, certes en faveur de Grasso, qui a eu la tentative de soumission, qui a eu le temps de contrôle, qui a eu l'agressivité sur ce 5e round, mais de la mettre un 18, jamais de la vie. Sauf que, et c'est là que c'est assez terrible, c'est que on est dans une situation où ce 18 qui est mis en faveur d'Alexa Grasso, bah ça fait qu'on a le 47-47 et un égalité. S'il avait mis 19, comme ce qui aurait dû être donné en faveur d'Alexa Grasso, Shevchenko serait reparti avec la ceinture, puisqu'elle aurait eu 2 juges qui lui auraient donné un 48-47. Donc les conséquences de cette erreur vraiment de notation sont énormes, puisqu'on aurait eu un changement de champion. Et là on est dans une situation où Alexa Grasso conserve sa ceinture. Il y a eu un match nul lors du 2e combat, avec en plus, je pense qu'il y aura polémique au regard de ce scoring, et donc forcément, on va voir le combat qui va être fait une 3e fois. Moi, en tant que Français, ça m'arrange pas, parce que Manon Fiorot, qui est légitime aujourd'hui pour la ceinture, bah je pense que soit elle va devoir attendre un peu, soit on va devoir avoir le combat contre Blankfield pour peut-être le contender numéro 1, ou que sais-je. Mais c'est dommage parce que là, ça ternit un petit peu ce super combat qu'il y a eu. Franchement, pour moi, un des plus beaux combats féminins pour le titre de l'histoire de l'UFC, parce que c'était hyper impressionnant. Les deux, elles se sont vraiment rien donné. On a vu dès le premier round Grasso qui change de garde, qui passe en gauchère pour éliminer une grosse partie du kicking game de Shevchenko, qui est quand même, elle a fait, je vais pas dire toute une carrière là-dessus, mais c'est ce qui lui a permis d'avoir une nette domination chez les flyweight. Ensuite, on a aussi Grasso qui arrive à stopper la première tentative de takedown de Valentina Shevchenko. J'en parlais brièvement lors de l'ultime pronostic qu'on fait en story et sur Twitter tous les samedis avec Big Rusty. Pour moi, vraiment, le jeu au sol de Shevchenko allait être déterminant. Et c'est intéressant parce que sur le premier combat, elle avait dominé dans ce compartiment-là, mais c'était quand même Grasso, par son agressivité, qui avait réussi à soumettre Valentina Shevchenko. Là, on est passé pas loin aussi une nouvelle fois d'être dans une situation similaire où, au global, on voit que il y a 4 takedowns sur 7 réussis par Valentina Shevchenko, 8 minutes 37 de contrôle, un takedown sur 2 réussi par Grasso et 2 minutes 39 de contrôle de Grasso. Mais, c'est pas un petit mais, chaque fois que Grasso était au sol, déjà hyper difficile à maintenir par Shevchenko, elle se relevait à chaque fois, elle était aussi extrêmement dangereuse. On voit que Shevchenko plusieurs fois elle a réussi à avoir le dos de Grasso, mais hyper compliqué pour elle, hyper compliqué d'avancer, parce que Grasso, vraiment, que ce soit au niveau des mains, que ce soit à chaque fois, elle était, quand je dis au niveau des mains, c'était que ce soit dans la défense, des tentatives d'étranglement, ou à chaque fois de placer des coups pour rester active, pour continuer de scorer, elle était toujours là, elle était hyper agressive tout au long du combat, donc vraiment très impressionnant là-dessus. Au niveau du knockdown, ce qui est, donc je vais pas minimiser ce knockdown, mais c'est vrai que c'est intéressant, c'est que c'est dans un échange entre les deux touchent au même moment, et on voit que oui, Grassos le prend, sauf que elle reste debout, alors que Valentina Shevchenko flanche, même au-delà de flancher, c'est elle qui finit au sol, mais directement après elle récupère, et ensuite on a un échange contre la cage entre les deux, où les deux s'envoient les bombes. On a un petit peu plus tard dans le combat les coups de Valentina Shevchenko qui ont été impressionnants dans ce combat-là, et qui lui ont bien servi, notamment pour ouvrir, je crois que c'est... elle est ouverte au niveau du sourcil de la... J'en perds mon latin, j'ai oublié le mot. Goddamn, au niveau du... Wow, de l'arcade, voilà, au niveau de l'arcade sourcilière gauche, elle se retrouve ouverte Alexa Grasso dans ce combat-là sur un coup de Valentina Shevchenko. J'ajoute aussi qu'on a une belle tentative, toujours dans ce combat où il s'est passé énormément de choses, au 3e round de Shevchenko, une guillotine où on a eu assez peur que ce soit la fin du combat, mais finalement Grasso s'en est sorti. Elle a très bien temporisé, et je note quand même, donc c'était 3e ou 2e round pour ça. 3e round, c'est ça qui est aussi marrant, c'est qu'on a Shevchenko qui a essayé de jouer un petit peu avec les règles. Vous savez que quand vous avez justement 3 appuis au sol, vous ne pouvez pas vous prendre, que ce soit un kick
un genou au niveau du visage, au niveau du crâne. Et sauf que ce qui s'est passé avec Valentina Shevchenko, c'est elle a essayé de poser sa main alors qu'il n'y avait pas d'appui dessus, c'était juste vraiment pour jouer avec les règles et empêcher Grasso de lui mettre des genoux, sauf que l'arbitre a vu qu'elle ne mettait pas de poids et que c'était juste le fait de mettre la main c'est juste le fait de mettre la main pour éviter de se prendre les genoux et pour dire qu'ils étaient illégaux, alors que Herbie n'a pas mangé, elle fait non, il n'y a pas de souci, donc elle en a enchaîné, je crois, elle s'en est pris 2 ou 3 pleine bourre des genoux, donc voilà, c'est quand même important de dire ça. Il y a des règles en MMA, oui, mais faut bien les appliquer, c'est pas juste que vous ayez les 3 membres qui soient au niveau du sol, il faut qu'il y ait un appui clair, et donc Shevchenko a essayé de jouer avec les règles, et malheureusement pour elle, elle s'est quand même pris ses coups. Et puis globalement, au niveau du combat, ce que je voulais ajouter, c'est que c'est vrai que pour Alexa Grasso, on a vraiment ce côté, c'est ça qui est impressionnant avec elle. En dehors de la cage, c'est quelqu'un de très calme, limite un peu timide, mais c'est vrai qu'on sent que elle est très vite emportée par sa fougue, par son agressivité quand elle est dans la cage. Et c'est dommage parce que en fin de combat, il y a une mise au sol de sa part, elle s'enflamme un petit peu et directement Shevchenko se relève. Et il y a eu plusieurs fois dans ce combat-là où je pense elle aurait pu faire autre chose, mais à chaque fois elle se laisse un tout petit peu emporter, alors que Shevchenko c'est l'inverse complètement. On a longtemps été frustré, j'ai longtemps été frustré par elle, parce qu'elle restait vraiment application claire et nette du game plan, on n'en sort pas, quitte à vraiment sacrifier le show et quitte à sacrifier des opportunités qu'il peut y avoir dans le combat. Et Grasso, c'est complètement l'inverse. Donc voilà, au global, comme j'ai dit, on a une égalité entre les deux. C'est marrant aussi parce qu'on a, lors de la post-fight interview, Alexa Grasso qui dit à Daniel Cormier, c'est beau, je suis contente, je suis la gagnante de ce combat. Petit blanc d'accord qui fait mais non, c'est une égalité parce que oui, elle garde sa ceinture, mais je le rappelle, c'est un match nul entre les deux. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour la suite. Ça m'étonnerait qu'on en reste là parce que franchement, victoire de Grasso sur le premier combat, la superbe fight entre les deux, qui a tenu toutes ses promesses, c'était en main event. Match nul, donc forcément ça fait du drama. Ça m'étonnerait que l'UFC en reste là et se disent pas on va faire un 3e combat dans une catégorie qui mine de rien flyweight à l'UFC, qui était loin d'être la plus spectaculaire depuis de nombreuses années. Donc voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de ce combat-là, si pour vous aussi il y a polémique au niveau du scoring. Et non, en tout cas, moi, ça me dérangerait pas de le voir une 3e fois. Seul problème, c'est qu'est-ce qu'on fait de Manon, qu'est-ce qu'on fait de Blankfield, parce qu'il faut quand même que ça avance dans cette catégorie. Et puis là, aujourd'hui, Manon, elle est en train de nettoyer un peu la KT, et c'est dommage toujours d'avoir quelqu'un qui nettoie la catégorie avant d'être champion. Ou alors, non, j'allais dire, non, vous n'allez pas faire de combat pour le titre intérimaire puisque les deux sont actives. Je ne sais pas. Ou au moins, ce qui pourrait être sympa, c'est de dire soit, faut être réaliste, soit Blankfield, soit Manon, qui soit remplaçante pour le prochain combat entre les deux. Voilà, à voir en tout cas pour cette catégorie flyweight où ça reste un peu flou pour la suite. Shout out à ma sweet pea, ma sweet protein, moins 30% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Et on a aussi Holy Moly comme sponsor. Petite révolution dans les boissons énergisantes puisqu'on parle désormais de poudre, c'est made in Allemagne, donc poudre ça veut dire bien moins polluant. Avec le code LASSURE5 sur votre première commande, vous avez 5 € de réduction et 10% avec le code LASSURE10 pour vos commandes récurrentes. Voilà, merci à tous du soutien, je vous souhaite un bon dimanche et à très vite.